Ce soir, un numéro, le 36-37, pour le Téléthon, ce marathon de dons pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques et orphelines. Et un marathon, c'est justement ce que José Vitalien, un pompier guyanais, endure depuis plusieurs jours pour récolter des dons entre Saint-Laurent-du-Maroni et Remire-Montjoly. Et puis les médicaments que nous prenons tous pour soigner les petits maux du quotidien sont épinglés dans une étude qui vient de paraître. Sur une liste de 61 médicaments sans ordonnance, 28 seraient en fait nocifs pour la santé. Les pompiers célébraient leur sainte aujourd'hui, la Sainte Barbe, et pour cette occasion, ils se sont rendus à la ferme Zulémaro à Matiti pour une journée sportive et festive placée sous le signe de la cohésion image à suivre. Enfin, 3 passionnés d'art amateurs réunissent leurs œuvres dans une même salle d'exposition. Peinture, pierres précieuses et graines locales se côtoient et c'est à Matoury. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche d'information de ce vendredi 4 décembre. Il va falloir soigner nos petits maux différemment. C'est une étude de 60 millions de consommateurs portant sur les 61 médicaments sans ordonnance les plus utilisés qui l'affirment. En tout, pas moins de 28 de ces médicaments seraient à proscrire car dangereux pour notre santé. Les états grippaux, le rhume, la toux, le mal de gorge ou encore des problèmes digestifs devraient donc être traités différemment. Ayodélé Germain. Petit rhume, toux, indigestion, alors que certains prennent un comprimé de patience. Rien du tout, j'attends que ça passe. D'autres prennent des médicaments sans ordonnance. Du Doliprane, parce que c'est le médicament de base, du paracétamol. Mais selon une étude du magazine 60 millions de consommateurs, seuls 13 médicaments en vente libre sur les 61 analysés sont à privilégier. Les autres auraient trop de contre-indications et des effets indésirables disproportionnés par rapport aux effets attendus. Dans ce cas-là, pourquoi ils sont commercialisés alors qu'ils prétendent pouvoir soigner ces différentes maladies? Pour cette pharmacienne, la vente des médicaments est bien encadrée. S'ils ne sont pas retirés des rayons, c'est qu'ils fonctionnent. Ces médicaments, ils ont été autorisés par l'ANSM, donc je pense qu'ils sont conformes à une délivrance. Pour autant, elle ne nie pas leur relative toxicité. Comme leur nom l'indique, ce sont des médicaments, ils ne sont pas dénués de toxicité, c'est le lot de tous les médicaments. Et en automédication non éclairée, il présente un certain nombre de dangers. C'est pourquoi les médicaments restent en vente en pharmacie dans notre pays et c'est une très bonne chose. Il n'est pas indispensable quelquefois d'accompagner ces délivrances de médicaments sans ordonnance, de conseils éclairés avisés du pharmacien. Les médicaments, bien que vendus sans ordonnance, ne sont pas des produits de consommation comme les autres. Le plus grand danger resterait l'automédication non éclairée. Et dans l'actualité, je vous le disais, le Téléthon, plusieurs actions sont menées partout en France. Chez nous aussi, parmi ces actions, un sapeur-pompier s'est engagé dans le combat. José Vitalien a décidé de marcher de Saint-Laurent à Cayenne en 5 jours. Il a déjà parcouru 220 km à pied pour rejoindre Kourou. José se rend en fait de caserne en caserne afin de récupérer des enveloppes de dons de ses collègues pompiers qu'il remettra à son arrivée au village Téléthon de Guyane. Il lui reste donc un peu plus de 60 km à parcourir. On l'écoute tout de suite, il répond aux questions de Mia Pierre. Je m'arrêtais donc dans chaque caserne pour faire des haltes dans chaque caserne pour pouvoir récolter les dons. Physiquement, moralement, ça a été. Donc, demain, donc, on ouvrira les enveloppes pour voir combien on a récolté dans chaque commune. Ce n'est pas spécialement le challenge du marathon, donc c'est plus pour la recherche que j'ai donné un peu de ma sueur et de mon temps pour aider à tous ces chercheurs qui travaillent tout au long de leur vie pour pouvoir trouver les maladies rares. Et sachez que cette année, le Téléthon rencontre un certain retard alors que l'état d'urgence court jusqu'en février prochain. De nombreuses animations prévues ces derniers jours ont été annulées en métropole. L'an dernier, les promesses de dons s'élevaient à 83 millions d'euros. Les organisateurs espèrent donc voir afficher au compteur au moins autant de dons que les années précédentes. Malgré ces conditions, je vous le rappelle donc, un numéro est à retenir, le 36-37, pour effectuer des dons pour le Téléthon. Un mot de politique maintenant, simplement pour vous annoncer que votre antenne ATV Guyane vous accompagne tout au long de la journée électorale de dimanche à l'occasion du premier scrutin des élections pour la collectivité territoriale de Guyane. Le rendez-vous est fixé à 19h45 précise. Nous serons avec vous jusqu'au bout.
Et justement, c'était la question du Mimi-Souk de ce soir. Avez-vous l'intention de voter dimanche? Les Guyanais se disaient plutôt réticents tout au long de l'année, avant le début officiel de la campagne électorale. Aujourd'hui, à J-2, avez-vous finalement changé d'avis? Avez-vous l'intention de vous rendre à votre bureau de vote dimanche? Jonathan Lariot vous a posé la question et voici vos réponses. Obligatoirement. Pourquoi? Je ferai mon devoir de citoyen parce que c'est l'avenir de la Guyane qui est en jeu. Oui, je serai présent parce que je ferai mon devoir de citoyen. Si on veut que le pays se développe et avance, il faut absolument y aller voter, quoi. Et bien moi, j'espère qu'elle nous apportera beaucoup plus dans l'ensemble, quoi, pour le département. En tout cas, c'est le moyen de s'exprimer, enfin c'est le moment de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Si on ne vote pas, après, quand les choses vont dans un certain sens, on n'aura qu'à faire avec, c'est tout. On est baladé à gauche à droite avec des lois qui ne vont pas avec le pays. Donc là, je pense que c'est le moment où tout Guyanais doit se sentir concerné et puis aller et puis dire que on en a marre et puis maintenant il faut se lever. C'est quand même important par rapport au fait que ce soit la nouvelle collectivité de Guyane qui va se mettre en place. En espérant que les nouvelles personnes qui seront à la tête de cette collectivité pourront faire de bonnes choses pour la Guyane. Dans l'actualité également, comme chaque 4 décembre, les pompiers ont célébré aujourd'hui la Sainte-Barbe, leur fête annuelle. Et cette fois, c'est à la ferme du Lémaro de Matiti que les agents du SDIS Guyane ont passé un moment convivial. Plusieurs activités au programme, tournois de football, volleyball ou encore initiation au golf. Un moment sportif et festif pour resserrer les liens entre les pompiers. Mia Pierre est allée à leur rencontre. Pour ceux qui mettent souvent leur vie en danger pour sauver celle des autres, aujourd'hui, c'est le repos du guerrier. Ceux qui ne sont pas d'astreinte célèbrent leur Sainte-Barbe en s'affrontant sur le terrain de football, de volleyball ou sur piste. C'est pour assurer la cohésion de nos équipes, tant en interne, tant avec les autres partenaires avec lesquels on travaille, la police, la gendarmerie, qui participent aujourd'hui aussi au tournoi, mais aussi pour un peu rappeler la symbolique de Sainte-Barbe, qui, elle, a subi le martyre et qui a été décapitée par son père. Donc tout le monde aura compris le message qu'on a voulu lancer à certaines personnes. Une journée marquée du saut des attentats, événement tragique où les pompiers sont en première ligne. Tous veulent montrer l'unité entre les différentes casernes du territoire et une volonté collective de défendre la société. D'assurer la cohésion des équipes et surtout dans des moments joyeux, parce que très souvent on se rencontre dans des moments tristes, mais on se retrouve maintenant dans des moments joyeux et plus conviviaux. C'est la fête des pompiers, donc je me dois l'honneur de faire participer aux épreuves sportives qui est à la ferme du Lémaro. C'est la fête des pompiers, on prend plaisir à partager un moment entre nous et puis on espère perdurer dans cette solidarité et puis que ça continue. Vive les pompiers et bonne fête aux pompiers! Tous les soldats du feu célèbrent la Sainte-Barbe le 4 décembre. Une sainte qui est restée fidèle à ses convictions jusqu'à l'heure de sa mort. Des valeurs que tous ici veulent porter plus que jamais. La nouvelle est tombée ce matin. La Guadeloupe accueillera la première étape de la Coupe Davis du 4 au 6 mars 2016 face au Canada. Une première pour le monde du tennis et pour les Outre-mer et aussi une opportunité historique qui nécessitera de lourds investissements financiers. On voit ça avec Guillaume Marc. L'équipe de France de tennis rencontrera bien le Canada en Guadeloupe. Un premier tour de la Coupe Davis qui se disputera dans ce stade, le Vélodrome de Baie-Mahault. C'est le choix des joueurs et c'est le choix de Yannick Noah qui a transmis cette demande. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France pensent que leur meilleure chance de battre l'équipe du Canada, c'est de jouer sur terre battue extérieure. Pour jouer à l'extérieur au mois de mars, il n'y a que l'Outre-mer qui pourrait nous assurer cette possibilité. Voilà. En début de semaine, une équipe de la Fédération française était en Guadeloupe et voyait déjà le projet réalisable. Il y a une première tribune qui va englober la petite guérite de chronométrage, ce sera une tribune de fond de cours. Le défi, c'est de faire le mieux les choses, d'optimiser l'équipement qui est là. Optimiser le Vélodrome pour accueillir jusqu'à 8000 spectateurs. Il faudra également importer plus de 400 tonnes de terre battue, un aménagement d'1 million d'euros, entièrement financé par les collectivités locales. La fédération organisera avec les collectivités territoriales et la Ligue de Guadeloupe de la façon la moins onéreuse possible, mais c'est vrai qu'il y a un surcoût
conséquent par rapport à l'organisation en métropole, mais ça on le sait depuis le départ. Mais je le redis, les collectivités territoriales sont derrière cette organisation et ont souhaité faire tous les efforts nécessaires pour que ça puisse avoir lieu en Guadeloupe. La Guadeloupe a maintenant 3 mois pour se préparer. La rencontre est prévue début mars 2016. Restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons défense des animaux avec un film qui sera projeté demain soir à l'Eldorado. Sa porte-parole est notre invité ce soir et puis nous partirons à la rencontre de 3 artistes en herbe qui se passionnent pour des matériaux différents mais qui sont réunis en une seule exposition et ça se passe à Matoury, image à suivre dans quelques instants. Mais avant, continuons à parler sport avec cet événement mondial, la Spartan Race, une compétition qui commencera demain à Miami et dans laquelle des Martiniquais tenteront de se démarquer. Parmi eux, Gino Fidelin, éducateur sportif à l'initiative de ce défi. Avec 9 autres compétiteurs, il s'est entraîné 2 fois par semaine depuis le début de l'année. Hier soir, ils se sont envolés à destination de la capitale de la Floride, mais juste avant, José Lechtillier a pu les suivre lors d'une séance d'entraînement. Reportage. Dernière mise au point pour nos 10 participants à la Spartan Race. Mardi soir, sur les coups de 19h, tout ce petit monde s'est réuni sous le regard minutieux de Gino afin de peaufiner les derniers réglages et ôter toute forme d'appréhension avant le moment fatidique. Ancienne Miss Prestige, Claudia, habituée au monde de la grâce et de l'élégance, change totalement de registre. Avec le bootcamp, j'ai découvert vraiment le fait de se surpasser, en fait, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc c'est vraiment une course qui représente l'effort, le dépassement de soi et j'aurais aimé savoir jusqu'où je peux aller. La jeune femme a de la volonté même si elle aborde ce défi avec quelques craintes. Ma plus grande peur, mes appréhensions, ce sera plutôt les obstacles qui nécessitent la force des bras puisque je sais que c'est un petit peu mon point faible. Gilles, lui, compte bien sortir son épingle du jeu en misant plus sur sa force physique que sur son endurance. Je ne suis pas un coureur moi de fond. À la base, j'ai toujours aimé en fait les explosions et ce type d'épreuve justement permet d'allier la course de fond et puis les explosions sur les obstacles. Avec plus de 18 000 participants venus des 4 coins du globe, la Spartan Race est loin d'être une promenade de santé. Un manque de préparation peut s'avérer fatal. L'équipe s'entraîne d'arrache-pied comme pour un commando. Le coach ne lâche rien. Alors le bootcamp est une méthode d'entraînement où on met l'accent essentiellement sur le dépassement de soi, sur la solidarité, mais aussi où on travaille essentiellement sur des méthodes à haute intensité, ce qu'on retrouve dans les courses du Spartan justement. La Spartan Race est réputée pour ses obstacles, comme le lancer du javelot, les barbelés, les cordes à grimper et le saut au-dessus du feu. En cas d'échec à un obstacle, la pénalité est sans appel. Parti jeudi vers Miami, nos 10 Martiniquais prendront part dès demain 8h à la course d'obstacles la plus populaire au monde. Et ils comptent bien terminer parmi les 100 premiers. Nous sommes déjà au 5e jour de négociations sur le climat au Bourget à Paris pour la COP21 et c'est dans ce contexte que le parc amazonien a tenu à exprimer ce matin ses attentes vis-à-vis de ce sommet international. L'organisme a rappelé lors d'une conférence de presse à son siège de Remire-Montjoly que les espaces naturels jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. À titre d'exemple, pour les 3,5 millions d'hectares du parc amazonien de Guyane, l'écosystème forestier stocke plus de 1 milliard de tonnes de carbone. Pour Olivier Tostin, président du Conservatoire des espaces naturels de Guyane, cet atout doit être pris en compte par les politiques et actuellement par les candidats à la CTG. Et puis pour le président du parc amazonien, la COP21 devrait être concluante. Écoutez. Les espaces protégés, ils sont importants dans le sens où ils fournissent un grand nombre de bénéfices écosystémiques. Ils protègent de la biodiversité, certes, mais aussi ils protègent des fonctions vitales, les cycles de l'eau, les cycles du carbone, les cycles de l'air. Et c'est en ce sens qu'ils apportent un service à l'ensemble de la population. Pour nos candidats, je pense que l'important c'est d'oublier cette dichotomie complètement passéiste entre développement et conservation. On est dans le même bateau et on va dans le même sens. On a tous les mêmes espoirs de vivre dans un cadre agréable et d'avoir de la nature autour de nous qui nous apporte des quantités de services. La COP21, on en attend des solutions qui incluent les espaces naturels et les espaces protégés en particulier. L'idée, c'est que dans les plans d'adaptation, en particulier que doivent mettre en place chaque pays face à la crise climatique,
on puisse mobiliser donc des réseaux d'espaces naturels complets, de surface suffisante, suffisamment financés et portés par les politiques. Voilà donc des réactions réalisées par Ayodele Germa. Et notre invitée ce soir est Séverine Fontan, porte-parole du film ALF. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons d'abord, avant de parler de ce film, regarder la bande-annonce. Regardez tout de suite. Dans quelques heures, tu t'apprêtes à enfreindre la loi. Quel est ton état d'esprit en ce moment? Je me dis que si nous faisons ce qu'il faut, tout se passera bien. Où étiez-vous le 25 décembre au matin? Vous croyez que tout est permis pour une cause, que vous pouvez faire ce que vous voulez? Et tu n'as pas peur de la prison? Bien sûr que si. Tous les activistes ressentent cette peur. La peur de ne plus pouvoir agir. Mais quand on ouvre les cages et qu'on libère ces animaux, on ressent une telle force. Rien ni personne ne pourrait nous arrêter dans ces moments-là. T'étais où le 25 au matin? Hein? Espèce d'enculé! J'ai peur de flancher. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais j'ai confiance en elle. T'as trahi. C'était pas prévu comme ça. Voilà donc Séverine Fontan, nous venons de voir la bande-annonce de ce film. De quoi s'agit-il exactement? On sait qu'il a été réalisé en 2012 par Jérôme Lescure. Expliquez-nous un peu cette intrigue. Alors ALF, donc c'est un sigle, c'est Animal Liberation Front, donc en français Front Libération Animale. C'est un film qui a été réalisé en 2012, écrit et réalisé par un réalisateur parisien qui s'appelle Jérôme Lescure. Donc il a été projeté dans plus d'une 40 salles en métropole et ensuite il a été diffusé dans les festivals internationaux. Il a reçu 21 prix, dont 8 fois le prix du meilleur film, 2 fois le prix du meilleur scénario, 4 fois le prix du meilleur acteur pour Alexandre Lénier. Et il a aussi fait la couverture du magazine américain très connu The Hollywood Reporter, qui est aussi une très belle récompense. Beaucoup de récompenses pour un film, alors que c'était d'ailleurs le premier long métrage de Jérôme Lescure. Revenons un petit peu sur l'intrigue, sans en dévoiler le cœur, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est Franck, un prof de théâtre, qui est arrêté et mis en garde à vue et il est accusé d'avoir organisé un commando pour libérer des chiens d'un pourvoyeur, des chiens destinés à l'expérimentation animale, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et vous le disiez, donc ce film a été bien reçu, notamment sur le plan international. Oui, finalement, bien il sûr, a touché ses interlocuteurs, si on peut parler ainsi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des récompenses aux États-Unis, il y a eu des récompenses en Suisse, en Grèce, en Italie. Et la dernière au Brésil, il a eu un Oscar hommage, donc en décembre 2013. Parlons maintenant d'ALF. En fait, ils existent réellement, ces gens-là, si on peut le dire comme ça. En fait, ça n'est ni une organisation, ni une association. Comment est-ce que vous définiriez ALF? Alors, je dirais que c'est un mouvement de résistance. Donc, il est né en Angleterre en 1976. Il a été créé par un militant qui s'appelait Ronnie Lee. Et ce sont des groupes internationaux à travers le monde qui font des actions directes, donc des actions de désobéissance civile, donc qui franchissent la ligne rouge, donc au péril de leur liberté, pour délivrer des animaux parce que les lois ne suivent pas et que c'est la seule solution qu'ils voient. Alors donc c'est un travail de fourmi, c'est la seule solution pour eux pour sauver des animaux de la torture et de la mort. Donc le mot d'ordre de l'ALF, c'est de ne blesser aucun être humain, évidemment aucun animal, et c'est simplement de délivrer un maximum d'animaux. Justement, est-ce que ça se fait réellement sans violence à chaque fois? Dans la grande majorité, très grande majorité des cas, oui, ce sont des pacifistes. Jérôme Lescure lui-même a participé aussi à quelques actions. Il y a eu, je veux dire, bien sûr, on ne le nie pas, il y a eu quelques débordements, comme souvent dans un mouvement, voilà. Mais justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous livrer un exemple d'action qui a été menée par ALF? Alors oui.
Alors, il y en a une que j'ai très bien en tête, même si j'étais petite. D'ailleurs, Jérôme Lescure a écrit à Aleph en pensant à ce fait divers qui s'est passé en 1985, qui s'appelait le commando Greystoke. Donc, il a été mené par Patrick Sacco, qui est pour moi le militant numéro 1 de la cause animale. Maintenant, il a un refuge en Bourgogne, une association qui s'appelle Respectons. Donc, c'était la tête pensante de ce commando. Ils avaient libéré je crois que c'était des babouins du CNRS. Qui étaient destinés donc à la recherche. Oui, à la recherche. Et donc à la torture. À la torture, oui, malheureusement, souvent. Et donc, parce qu'ils ne sont pas toujours anesthésiés. Hein. Donc, c'est un grand ami de Jérôme, et c'est aussi un hommage à cette action, mais oui, aussi à ces réseaux de résistance. Voilà. On le voit, hein, ALF en fait défend une cause, on peut dire noble, en tout cas pour la protection des animaux, mais c'est aussi une cause controversée en Angleterre. On le sait, ALF est classé juste après Al-Qaïda. Pourquoi un tel classement ? Parce que ce sont des gens qui dérangent, hein. Ce sont des gens qui portent la voix d'animaux, exploités, martyrisés. Voilà, parce que, je veux dire, les sociétés modernes, il y a tout un système qui permet de les exploiter, de les maltraiter. Et évidemment, leurs idées dérangent, mais aussi c'est au nom d'un impact économique. Aux États-Unis, ils sont classés ils sont classés par le FBI comme éco-terroristes. Hein, ils sont qualifiés d'éco-terroristes. Ils sont donc très surveillés. Oui, au même titre que les suprémacistes blancs, les milices antigouvernementales. évidemment, c'est ridicule. Donc derrière, il y a des multinationales, il y a des lobbies qui font durcir les lois. Et donc en 2006, l'État américain a fait voter ce National Terrorist Act pour qu'il y ait freiner ces mouvements. Mais évidemment, c'est ridicule. Une dernière question, peut-être un petit peu personnelle, Séverine Fontan. Pourquoi choisir une telle cause, la lutte pour la protection des animaux, et pourquoi pas peut-être la lutte pour la protection d'êtres humains qui seraient encore esclaves à notre époque ? Alors les animaux, pour moi c'est indissociable puisque moi j'ai une philosophie assez bouddhiste, voire animiste, et je pense toujours à cette belle phrase du chef indien Seattle en 1854 qui dit l'homme, l'animal et l'arbre, tout partagent le même souffle. Pour moi c'est la lutte pour le vivant, pour le respect de la vie en général, et parce que déjà les animaux ne peuvent pas évidemment se défendre eux-mêmes. Parce que tout ce qui concerne l'animal en général est caché du public, hein, pour les raisons que tout le monde comprend. Et donc Jérôme Lescure a voulu, par le biais du film, susciter le débat. Et puis parce que oui, c'est un tout. Pour moi, ce ne sont pas la cause animale et la cause, les souffrances humaines et animales, c'est indissociable. Ce ne sont pas des souffrances qui s'opposent, ce sont des souffrances qui s'ajoutent. Et parce que de toute façon, dans la protection animale, beaucoup d'entre nous militent aussi dans des causes humanitaires, Amnesty International, d'autres, c'est Médecins du Monde. Finalement, c'est une forme de continuité. C'est ça, c'est une forme de continuité. Aussi les peuples indigènes. Et par exemple, moi, je milite aussi pour les peuples indigènes. Je les défends, même si ma cause principale, c'est les animaux, mais je défends aussi les peuples indigènes parce que c'est toujours l'idée de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne peuvent pas se défendre comme les animaux, mais aussi ceux qui ont peu voix au chapitre, comme les peuples indigènes. Merci beaucoup, Séverine Fontan, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le film est donc diffusé demain soir à l'Eldorado, suivi aussi d'un débat. Voilà, merci. Jeanne Imbré, merci. Nous allons parler maintenant d'art avec cette rencontre de 3 amateurs passionnés et de 3 expressions artistiques différentes. L'une manie le bois, l'autre le pinceau, l'autre encore taille dans des pierres semi-précieuses. Marie-Christine, Michel et Martha exposent à la salle d'exposition de Matoury jusqu'à la semaine prochaine et Jonathan Lariot les a rencontrés. Regardez. Martha, Michel et Marie-Christine sont des artistes. Chacune d'entre elles a souhaité à un moment de sa vie se lancer dans l'expression de leur passion. 3 expositions réunies en une seule. Même si elles sont présentes dans la même pièce, chacune d'entre elles nous fait découvrir son univers de manière bien distincte. Pour Michel, sa passion, ce sont les pierres. Aujourd'hui, elles n'ont plus de secret pour elle. C'est ce qu'on appelait avant les pierres fines, les pierres semi-précieuses, et que maintenant on appelle les pierres fines. C'est-à-dire toutes sortes de quartz, feldspath, toutes sortes de roches, avec des pierres brutes, avec des pierres polies. Je fais des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des chapelets, des chevillères. Marie-Christine a choisi la peinture comme mode d'expression. Alors dans la peinture, ce que j'aime, c'est la réalisation, c'est la création
et c'est de pouvoir transmettre des informations émotives, personnelles, en y mettant un peu de temps, en y connaissant quelques techniques, de se faire plaisir. Une exposition pleine de surprises, Martha, c'est à l'aide des graines qui composent la végétation guyanaise qu'elle réalise ses œuvres. Tout le monde connaît les carapas, les aguaras, les maripas, les bois flottés, les jacaranda copailles. Tout le monde connaît ces graines-là parce qu'un jour ou un autre, dans les promenades qu'on fait ici en Guyane, soit à la plage, soit à la ville, à la forêt surtout, on trouve ça. Je les transforme des graines qu'elle a été trouvées, je le brosse, je l'arrange, je le prépare pour être quelque chose de décoratif à la maison. Cela fait 3 mois que ces femmes ont décidé de se serrer les coudes afin de se lancer dans la promotion de leur talent. Nous ne sommes que des amateurs artistes. Pourquoi ? Parce qu'on n'en vit pas. On le fait vraiment pour notre plaisir. Et on voulait montrer qu'en Guyane, certaines personnes dans des loisirs un petit peu plus poussés pouvaient présenter de jolies choses. Ces 3 artistes en herbe sont encore présentes pendant une semaine dans la salle d'exposition de la ville de Matoury. Pour les amateurs d'art, le rendez-vous est fixé. Ainsi s'achève votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.